On est le 10 mars 2023. Un inspecteur du FBI, après plusieurs années d'une enquête intensive, pénètre arme de service à la main dans le garage d'une maison, au beau milieu d'un quartier aisé de Floride. Pourtant, à l'intérieur, l'envers du décor est terrifiant. Arme de poing illégale, 200 000 $ d'argent sale, des imprimantes 3D et plusieurs centaines de kilos de drogue. Cocaïne, ecstasy, fentanyl éparpillés au milieu de jouets d'enfants. Le suspect numéro 1 de l'affaire, c'est cette ancienne agent gouvernementale de la DEA. Voyons ensemble comment cet individu, père de famille a priori sans histoire, a réussi à être à la tête d'un des plus vastes réseaux du crime organisé des États-Unis. Et ce, pendant plus de 7 ans. Plongeons-nous ensemble dans les rouages de cet empire de la drogue. Dans ce nouvel épisode, on part encore une fois à la découverte de personnages marquants qui se sont servis de l'impression 3D en bon comme en mauvais. Et si jamais ce type de vidéo histoire vous plaît, dites-le nous en commentaire. Ça nous encourage à continuer et à toujours faire mieux. Et si vous souhaitez, comme des centaines de personnes avant vous, vous former à la modélisation ou à l'impression 3D, sachez qu'à la nouvelle école, au-delà de faire des vidéos, on propose surtout des formations personnalisées, 100% finançables avec votre CPF et certifiées par l'État. Je vous mets un lien en description pour découvrir tout ça. Allez, revenons à notre récit. Tout commence ici, dans le comté de Nassau, en Floride, où James Darrell Hickox, 39 ans, marié et père de famille, mène une vie plutôt paisible. Adjoint du shérif depuis 17 longues années, il a intégré en 2014 une unité spéciale de la Drug Enforcement Administration, plus connue sous le nom de DEA, l'organisme en charge de lutter contre le trafic de drogue et le narcotrafic à l'international. C'est cette institution qui traque notamment les chefs de cartel comme El Moncho, El Chapo ou encore Pablo Escobar. Au milieu des années 2010, James, notre flic, ne cesse malheureusement de faire des allers-retours à l'hôpital en raison de différents problèmes de santé. Et un jour, le diagnostic tombe. C'est un cancer de la thyroïde. La nouvelle est pour lui un choc. Subvenir aux besoins de sa famille et payer ses soins dans le même temps, c'est malheureusement impossible pour James. Les frais médicaux aux États-Unis sont trop lourds. Il le sait, il doit donc gagner un maximum d'argent, et ce, au plus vite. Même s'il ne survit pas, il veut tout de même laisser un héritage à ses enfants. Et tous les jours, dans le cadre de son métier, il est en contact avec toutes sortes de produits. Cocaïne, cannabis, méthamphétamine, ayant une valeur marchande énorme. Et un beau jour, à force de cogiter, l'appât du gain prend le dessus. Il craque et décide alors de créer un des plus gros réseaux de revente de drogue jamais imaginé auparavant. L'homme qui allait alors échapper aux agents de la DEA durant des années n'était autre qu'un des leurs. Un fonctionnaire fédéral honnête, un trentenaire ordinaire, un citoyen d'une des régions les plus riches des États-Unis, James, aux côtés d'un mystérieux complice, Monsieur X, va alors se lancer dans le projet d'arnaquer et de voler les plus grandes institutions du pays. Un représentant de la loi devenu gérant d'un immense trafic, inondant tout l'État de Floride de substances illégales. Personne ne peut y croire, l'affaire semble insensée, mais vous découvrirez que les racines du mal poussent parfois à l'intérieur même du gouvernement. Le business de James est simple. Il consiste à voler les saisies de drogue faites par la DEA pour les transmettre ensuite à différents revendeurs et ainsi remettre dans la rue toutes ces substances illicites. Sur chaque vente, James fait moitié-moitié avec ses potes dealers. Mais la question, c'est comment fait-il pour amener des kilos et des kilos de drogue saisie sans que aucun des membres de la DEA ne le remarque. Et ça pendant 7 ans. Au début, James y galère. Il doit voler les saisies, les ramener chez lui et faire croire à ses collègues que toute la drogue a été détruite selon les procédures habituelles de la DEA. Mais faire semblant de détruire des quantités démesurées de stupéfiants risque d'être très vite suspect à la longue. Et c'est à ce moment-là que la technologie fait son entrée sur scène. Féru de nouvelle tech, James sait que l'impression 3D permet de reproduire à l'identique des objets. Et lors des nombreux vols qui ont suivi, James remplaçait subtilement les vraies saisies de drogue par des contrefaçons imprimées en 3D, et pour couvrir ses traces, il avait pensé à tout. Le flic dans la salle d'épreuve prenait soin d'échanger les vrais kilos de cocaïne par des fausses briques en plastique, des blocs blancs calibrés au centimètre près et surtout au poids près. Car avec l'impression 3D, c'est possible de choisir le remplissage de chacune des pièces. Il recouvrait ensuite le tout d'une fine couche de vraie poudre, mais une question reste en suspens.
Combien de pains de drogue en plastique a circulé au sein de l'agence de la DEA? Et si cette méthode fonctionnait pour la cocaïne et autres sortes de poudre, rien nous dit que le jeune officier n'a pas fait pareil pour le cannabis ou encore l'ecstasy. Bref, ce qui est sûr, c'est que son entreprise a très vite grandi. Et pour éviter de se faire choper, notre agent de la DEA a vite eu besoin d'un bras droit, d'un homme qui était lui aussi au cœur du système. Ce complice, c'est lui, Joshua Hirey, un patrouilleur autoroutier de la région, qui a intégré en 2020 la même unité spéciale de la DEA que James. Et très vite, les deux hommes y deviennent complices. Et notre flic dealer n'hésite pas à se confier à Joshua sur ses activités parallèles. C'est alors que nos deux associés s'accordent et se serrent la main. Le mini-cartel de James voit donc enfin le jour. Pendant plusieurs années, les deux flics corrompus, deux infiltrés au sein de la plus grande administration de contrôle de drogue de la planète, vont vendre des centaines de kilos de stupéfiants, sans pour autant se faire démasquer. Pourtant, on ne peut pas dire qu'ils ne prenaient pas de risque. Un soir de l'année 2022, James et Joshua procèdent à l'arrestation d'un véhicule. À l'intérieur, un revendeur de drogue. Mais ce dealer menotté au bord de l'autoroute est en réalité un ami des deux complices. Le jeu d'acteur est parfait, l'illusion est totale. Les deux agents récupèrent ce jour-là 6 kg de fentanyl, puis relâchent immédiatement leurs potes. Ni vu, ni connu. Comme dirait l'adage, plus c'est gros, plus ça passe. Mais après des années passées à rire au nez de la DEA, à échapper au FBI, à humilier l'État de Floride et l'entièreté du gouvernement, les deux compagnons d'armes commencent à se relâcher. James fait de moins en moins d'efforts pour se rendre discret. Et Joshua, quant à lui, a le nez constamment dans les narcotiques et commence à tomber dans une terrible addiction à l'oxycodone, un analgésique puissant, bien plus fort que de la morphine. Les deux acolytes, autrefois invisibles et insoupçonnables, laissent donc de plus en plus de traces. Des traces que les employés du FBI vont se faire un plaisir de les renifler pour remonter jusqu'à eux. Quand on se frotte à plus grand que soi, on finit toujours par se faire écraser. Au début de l'année 2023, nos deux complices jouent vraiment avec le feu. Leur trafic y s'intensifie et leurs collègues commencent à flairer l'arnaque et se questionnent de plus en plus sur l'identité d'un traître qui oserait les voler. Et le suspect numéro 1 n'est d'autre que James. C'est alors que la chasse à l'homme démarre vraiment. Toutes les polices sont sur le coup. La DEA, le bureau du shérif du comté de Nassau et le FBI. Ces derniers travaillent main dans la main. Et au bout de quelques mois d'enquête, James est totalement démasqué. Un informateur secret aurait fini par le balancer. James a sali une des plus grandes institutions des États-Unis et a évidemment au passage brisé son serment en tant que représentant de la loi. Les agents du FBI chargés de le traquer sont comme des chiens enragés. Pendant des jours, ils vont creuser et remuer terre et ciel pour obtenir le maximum de preuves accablantes. C'est alors qu'ils découvrent qu'entre janvier 2020 et octobre 2022, James a déposé 87 000 $ en espèces à la banque. C'est pour eux la goutte d'eau qui fait déborder le tout. Ce flic corrompu, improvisé dealer, ne s'en sortira pas. Les fédéraux s'en font la promesse. Le 10 mars 2023, les Feds, aux côtés de leurs homologues de la DEA, pénètrent dans le domicile de James E. Cox. Ce qu'ils vont découvrir par la suite les laisse sans voix. Devant leurs yeux écarquillés et leurs mines ébahies, une demi-tonne de marijuana, des dizaines de kilos de MDMA et de cocaïne, et même 250 grammes de fentanyl, la fameuse drogue qui fait des ravages aux États-Unis. Le tout dans un garage spécialement aménagé et baptisé sous le nom de Gator Man Cave, l'antre de l'alligator. C'est un véritable laboratoire de substances illicites dignes de Breaking Bad. Évidemment, on retrouve aussi des tas de billets, tout rangés soigneusement dans des boîtes de chaussures, et on parle au moment de la saisie de 195 000 $. Une fois derrière les barreaux, lorsque les forces de l'ordre lui demandent d'où vient cet argent, James a répondu qu'il avait de gros problèmes de jeu. À ce qui paraît, il pariait beaucoup et avait emprunté pas mal de cash à son entourage. Bref, un beau mensonge. Après son arrestation, James est immédiatement démis de ses fonctions. L'ampleur de son crime est indescriptible. L'opinion publique est bouche bée. Le flic de 39 ans a totalement ruiné la confiance que les citoyens avaient dans leur institution. Avec ses activités criminelles, sans compter tous les stupins vendus retrouvés chez lui, James aurait au moins amassé 420 000 $ d'après les autorités fédérales américaines. Et ce véritable braquage, ça va lui coûter très cher.
Quelques jours après son arrestation, le 23 mars 2023, James est entendu au tribunal. Suite à cette audition, s'en est suivi plus d'1 année d'enquête. Mais après plusieurs mois d'un procès éreintant, tant physiquement que psychologiquement, James finit par craquer. Le 15 mai 2024, accablé par une montagne de preuves, il s'avoue vaincu et plaide finalement coupable. Le lundi 27 janvier 2025, le verdict est donc sans appel. L'ancien officier écope d'une peine de 17 années et 6 mois de prison. Condamné évidemment pour trafic et crimes liés à la drogue au niveau fédéral. On l'accuse aussi de parjure, d'évasion fiscale, de fraude contre les États-Unis au nom des mêmes cartels que la DEA était chargée de combattre. James, au fond du gouffre, s'est excusé à plusieurs reprises durant son procès, envers ses proches, mais aussi ses anciens collègues. 17 années où il ne verra pas ses enfants grandir, n'assistera pas aux prochains anniversaires. Il fait une croix sur tout ce qui l'entoure, sur tout ce qu'il a de plus précieux. Il est devenu, en l'espace de quelques mois, un paria. James a pourtant justifié ses actes en affirmant qu'il souffrait d'un cancer et qu'il avait fait tout ça pour protéger les siens. Mais l'image de l'homme mourant, prêt à tout pour sa famille, a elle aussi été ternie. Lors du procès, un avocat du gouvernement a pris la parole. Ce dernier a créé un silence de plomb dans toute la salle. Il a déclaré: parlant de James, on a découvert des sacs remplis de fentanyl à quelques centimètres à peine des jouets de ses enfants. C'est ainsi que s'achève l'affaire de James Hickok, qui, avec l'aide d'une poignée de complices et d'une technologie comme l'impression 3D, a réussi à créer un des plus gros réseaux de revente de drogue des États-Unis. Alors, criminel cupide ou coupable malgré lui, chacun aura probablement son avis sur l'affaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous. Et évidemment, si vous souhaitez vous perfectionner ou vous former à l'impression 3D, comme toujours, le lien est en description. C'est vraiment grâce à ça qu'on peut faire grossir la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et moi, je vous dis à très vite.